Bonjour tout le monde, nous allons parler à nouveau de l'histoire du Parti communiste français. Nous en sommes encore assez loin de la fin puisque nous sommes qu'en 1945, à la Libération, qui est une nouvelle période pour le Parti communiste français et pour globalement le paysage politique français et la société française. On sort de l'occupation, on sort de la Seconde Guerre mondiale, c'est une nouvelle époque, une nouvelle république. Quelle est la situation du Parti communiste français durant cette période? Elle est excellente, clairement elle est excellente. Le PCF n'a jamais été aussi fort et ne sera jamais, en tout cas jusqu'à présent. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais entre nous, j'ai quelques doutes sur la possibilité du PCF de redevenir aussi fort. Elle dit à personne. Cependant, voilà, le PCF est à son apogée. Auréolé de son rôle dans la résistance. C'est le parti politique qui a perdu le plus d'adhérents dans la lutte contre l'occupant. Alors lui, il revendique 75 000 fusillés. On a vu dans la vidéo précédente que c'était un chiffre faux. Mais ça n'empêche pas que c'est le premier parti politique en termes de perte contre l'occupant. On estime aujourd'hui que c'est à peu près 30 000 militants qui sont morts entre les exécutions, les déportations et les morts au combat. Ça reste le premier. Si on ajoute également le rôle de l'URSS dans la lutte contre l'Allemagne nazie, qui est à l'époque considéré comme le pays qui a le plus contribué à cette victoire, et qu'on voit les pertes subies par l'URSS et infligées par l'URSS au camp de l'Axe, ça se comprend. Donc tout ça fait que l'URSS, Staline, le communisme, même si bon, Staline communiste, on rigole, tout ça est auréolé de cette victoire. Et le PCF en profite. Donc le PCF est à son apogée. Ses nombres d'adhérents explosent. 370 000 adhérents en décembre 1944, ce qui est déjà beaucoup. On est au-dessus de ce qu'il avait du coup à l'époque du Front Populaire. Et ce chiffre augmente. En 1945, on va monter à 550 000. Et fin 1946 à 800 000 adhérents. Ça en fait le parti politique le plus important de l'histoire, dépassant tous les autres partis politiques réunis en nombre d'adhérents. Et le second plus important de l'histoire de France, derrière le Parti social français dont on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Même s'il souffre un peu d'un manque de cadre pour encadrer tous ces nouveaux adhérents, puisque les années précédentes ont été un peu une saignée. Parce qu'entre 1939, ceux qui sont partis suite au pacte germano-soviétique, ceux qui ont été arrêtés, ceux qui ont été exécutés par le régime de Vichy, ceux qui sont morts au Roma, c'est compliqué. Mais le PCF va quand même pouvoir bien s'en sortir, va réaliser des bons scores aux élections, il fait à peu près entre 26 et 28% dans cette période 45-46, souvent en premier, une fois second derrière le MRP, Mouvement Républicain Populaire, le centre-droit, chrétien-démocrate, et qui est donc à peu près le second parti politique de l'époque, le troisième étant la SFIO socialiste. Ces organisations sœurs se renforcent aussi, les jeunesses communistes qui sont devenues l'Union de la jeunesse républicaine de France ont 250 000 adhérents, ça en fait le mouvement de jeunesse le plus important de l'histoire de France. La CGT se renforce aussi avec une influence du PCF au sein de cette CGT qui se renforce, le PCF il devient majoritaire. On a également le Secours populaire, les organisations d'intellectuels et compagnie associées au PCF qui se renforcent. La presse communiste également est renforcée en termes d'audience, en termes de réseau aussi, parce que la presse communiste résistante, qui était assez active, va souvent devenir des presses locales qui vont se perpétuer, normal quoi. L'écho La Marseillaise par exemple, et qui vont donner aussi au PCF une grande influence, un grand réseau local. Le PCF va également chercher à asseoir sa position à travers la résistance. Il cherche notamment à créer un mouvement unifié de la résistance, qui est quelque chose que plusieurs résistants cherchent à faire, à créer un mouvement politique de résistants. Mais en fait, souvent ces projets sont liés à un mouvement politique qui veut avoir ce mouvement de résistance sous son autorité. Et le PCF ne fait pas exception, il veut créer un mouvement de résistance unifié, mais en fait, qui va soutenir les communistes. Donc ça va capoter. On a le mouvement unifié de la résistance française, affilié au PCF, et l'Union démocratique et socialiste de la résistance, qui est un mouvement plutôt socialiste, centre-gauche, en tout cas c'est un mouvement de résistance non marxiste, qui seront les deux principaux mouvements politiques issus de la résistance. Le PCF défend aussi le fait de garder armés des mouvements de résistance, qui sont souvent des mouvements assez populaires, donc l'idée d'avoir un prolétariat armé, ça c'est logique de la part d'un parti communiste censé être révolutionnaire. Et évidemment, les mouvements plus réformistes, SFIO et les mouvements bourgeois au gouvernement veulent désarmer ça, ils veulent rétablir, en fait le gouvernement provisoire essentiellement veut rétablir une légalité avec la police et l'armée qui ont les armes, qui ont le pouvoir, la force, l'usage légitime de la force, et désarmer du coup des milices. Donc là, c'est un peu l'antagonisme entre la plupart des mouvements politiques et le Parti communiste français. Même De Gaulle, du coup, qui est image de la France libre, la France résistante, et pour désarmer les mouvements de résistance. Le PCF veut les maintenir armés, même si le PCF n'a pas pour autant un but alors révolutionnaire, il s'agit surtout d'avoir un moyen de pression sur le gouvernement. L'URSS, globalement, s'intéressant surtout à garder la mainmise sur l'Est, il ne cherche pas forcément à prendre le pouvoir à l'Ouest, mais juste à éviter que les pays de l'Ouest ne rejoignent le camp des États-Unis. Et plus largement, le PCF veut donner un rôle plus important aux institutions issues de la résistance au sein du gouvernement français. Il y aura également un projet d'union de la SFIO et du PCF, un peu un retour à avant 1920,
en créant un grand parti ouvrier, le Parti ouvrier français. Mais le problème, c'est que chacun d'entre eux, SFIO et PCF, veulent que ce nouveau parti se crée sur la ligne. Donc on veut bien que vous être unis, mais à condition que ce soit sur notre ligne politique. Donc évidemment, le projet va tomber à l'eau. Plouf. Le PCF, du coup, pour lui, c'est également la période où il retrouve la légalité, après quand même presque 6 ans d'interdiction. Une direction qui peut du coup à nouveau être centralisée, le centralisme démocratique s'affirme de nouveau, avec quelques petites réformes internes de son fonctionnement, on revient à ce qui était avant. Et le centralisme démocratique va encore rester en place pendant quelques dizaines d'années, même si toujours l'aspect démocratique n'est pas toujours bien appliqué. On a également la participation au gouvernement, et ça c'est quand même quelque chose qui est assez nouveau. C'est la première fois de son histoire que le Parti communiste français participe au gouvernement, avec plusieurs ministres. Thorez et Tillon qui vont être à différents postes. On a François Billoux également qui va être ministre. Marcel Paul qui va être ministre de l'Industrie de novembre 1945 à novembre 1946. On a également Ambroise Croizat, ministre du Travail, et d'autres communistes qui vont occuper des ministères ou des secrétaires d'État dans différents gouvernements de cette période-là. Maurice Thorez en 1946 va même demander à être à la tête du gouvernement, le PCF ayant fini premier. C'est à ce moment-là d'ailleurs il parle pour la première fois d'une voie vers le socialisme français, qui ne serait pas la même que celui qui a été appliqué en Russie. Donc c'est une première démarcation de l'URSS, mais globalement elle va rester assez isolée jusqu'à la fin de la période Maurice Thorez du Parti communiste français. Mais on voit cette prémisse. Le PCF durant cette période est porteur de plusieurs réformes, notamment la sécurité sociale d'Ambroise Croizat, nationalisation de l'énergie, donc l'électricité, le gaz, les mines, notamment les mines de charbon, et la création d'un statut spécial pour les travailleurs de ces entreprises nationalisées, notamment le statut du mineur. Et même si ces mesures-là sont encore parfois appliquées aujourd'hui, elles sont un peu dans la ligne de mire de certains gouvernements récents ou actuels. Et ces mesures sont globalement héritées du programme du CNR, au sein duquel le PCF a joué un rôle très important. Cependant, cette participation du Parti communiste français au gouvernement ne va pas durer, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a la guerre d'Indochine contre la République démocratique du Vietnam. Or, le Parti communiste français est plutôt du côté de la République démocratique du Vietnam. Alors, être dans un gouvernement qui mène une guerre contre un régime que tu soutiens, c'est un peu compliqué. Ensuite, il y a la grande grève de 1947 qui commence du coup en avril-mai 1947 à Renault-Billancourt. Et au début, le Parti communiste français et la CGT sont moyennement chauds à soutenir par solidarité gouvernementale. Et c'est un peu compliqué pour eux de s'opposer à un mouvement social important qui s'étend, qui reste populaire parmi les ouvriers de l'usine, malgré leur opposition. Donc ça les place quand même dans une situation un peu compliquée. On a également le développement de la guerre froide, avec le plan Marshall auquel le PCF s'oppose, et l'URSS qui critique le Parti communiste français pour sa participation à un gouvernement réformiste, républicain bourgeois. Donc ces éléments vont finir par faire éclater le gouvernement d'union nationale qui s'était formé, et donc le PCF retourne dans l'opposition. Cela va passer quand même un peu les gouvernements de la 4ème République dans une situation difficile, puisqu'il n'inclut ni les communistes ni les gaullistes. Or, il s'agit des deux principales forces politiques du pays. C'est un peu compliqué de former un gouvernement quand on exclut les deux premiers partis politiques du pays. Ce qui fait qu'on aura des coalitions qui vont aller de la SFIO au Centre national des indépendants et paysans, parti héritier des républicains modérés de la 3ème République, donc l'Alliance démocratique et la Fédération républicaine. L'Alliance démocratique et la Fédération républicaine ne s'allient jamais à la SFIO. Donc avoir une alliance qui va aussi loin, c'est quand même assez impressionnant. Et il faut aussi noter que parmi les adhérents du Centre national des indépendants et paysans, on va compter un certain Jean-Marie Le Pen. Alors certes encore inconnu, mais voir un parti où il y a Jean-Marie Le Pen et dans une coalition avec la SFIO, c'est quand même assez original. Le PCF de son côté va donc soutenir plus activement la grève de 1947, tout en cherchant quand même à essayer de revenir au gouvernement. Pour lui, alors son départ du gouvernement est temporaire, mais il va être définitif par la suite à cause de la situation de guerre froide. Mais il va donc soutenir plus activement la grève de 1947, qui va devenir limite insurrectionnelle, et ce qui va faire craindre un risque de révolution de la part du gouvernement, même si, un peu comme à la Libération, même si là aussi, cette crainte est exagérée. Au niveau des mutations du Parti communiste français, durant cette période, c'est sa physionomie aussi qui évolue. Du fait de l'explosion du nombre d'adhérents, sa sociologie et la sociologie de ses adhérents évoluent. On a une implantation aussi dans certaines campagnes, en Auvergne, en Limousin, en Auvergne, surtout l'Allier Puy-de-Dôme, le Limousin, la Dordogne, des régions où on a vu des maquis souvent ruraux communistes assez importants, notamment en Corrèze, mais également des régions où le christianisme est moins bien implanté dans les campagnes, et également des régions, notamment pour le nord de l'Auvergne,
où il y avait des organisations communautaires depuis longtemps, à l'époque moderne, qui étaient, pour les paysans, d'avoir une gestion collective des terres entre fratries. C'est-à-dire qu'au lieu de diviser les terres restaient entre les différents membres de la fratrie. Et donc on avait là-bas une habitude dans la ruralité de gérer collectivement les terres et pas une propriété individuelle. Et donc ça, on a vu une certaine correspondance entre les régions françaises où il y avait cette forme d'organisation et des campagnes françaises aujourd'hui, aujourd'hui il y a quelques dizaines d'années, où les communistes étaient plus forts. Le PCF également s'implante dans le milieu enseignant, qui va lui fournir beaucoup de cadres par la suite. Le Parti communiste français, qui était le parti des ouvriers, va devenir un parti des enseignants plus par la suite, notamment avec la période Robert Rue. C'est également le parti qui devient très puissant dans les secteurs nationalisés. Alors il était très fort dans les mines déjà, et notamment dans l'électricité et le gaz. Le Parti communiste va se renforcer. Le ralliement de nombreux intellectuels, Picasso, Aragon, Éluard, c'est également un parti de gouvernement désormais pour la première fois de son histoire, ça on l'a dit. Néanmoins, sa réaction reste un peu renouvelée, à part ceux qui sont morts au parti avec le pacte germano-soviétique, on garde les mêmes dirigeants. Thorez reste à la tête du parti, il va rester quasiment jusqu'à sa mort. Et les nouveaux dirigeants du parti sont des gens qui avaient souvent des responsabilités déjà au Parti communiste avant, qui font que progresser dans la hiérarchie. On n'a pas un renouvellement profond de la direction. Et Maurice Thorez reste un homme de confiance de Staline. En 1947, cette période du PCF à la Libération se conclut avec le congrès de Strasbourg. Le PCF a alors atteint 900 000 adhérents, il compte 2000 maires, 400 conseillers généraux, et s'il vient d'être exclu du gouvernement, il a encore espoir de pouvoir peser sur la vie politique du pays de manière importante et d'y retourner. Le PCF est alors à son apogée, et par la suite, il ne fera globalement que diminuer, même s'il a quelques périodes de regain. C'était vraiment la période phare du PCF. Et on arrive sur une nouvelle période par la suite, mais on en parlera dans les prochaines vidéos. J'espère que celle-ci vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. N'hésitez pas également à commenter, à dire ce que vous en avez pensé, poser des questions, apporter des compléments. Et vous pouvez également vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Au revoir tout le monde.